Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on va parler de reprise de boîte et on va regarder concrètement un cas en live, sachant que je ne peux pas vous donner le nom de la boîte, ce que c'est exactement, parce que l'entreprise est sous NDA, donc accord de confidentialité, mais on va regarder un peu comment on peut avancer, comment on peut analyser des boîtes. Alors je reviens dessus, ça dépend d'où viennent vos dossiers. Vous avez soit l'opportunité, et moi je vous encourage à le faire, à directement trouver des repreneurs. Et du coup, si vous avez directement des repreneurs en face de vous, vous n'allez pas forcément avoir des dossiers et des présentations bien faites sur les entreprises que vous allez récupérer. Ou sinon, vous allez passer par des courtiers, des brokers, des banques d'affaires. Ces gens-là vont vous faire des documents qui s'appellent souvent des info-mémos. Et dedans, ça va être des slides, entre autres. Ça va être des slides qui vont vous expliquer un petit peu le business. Et là, c'est ce que j'ai sous les yeux et on va le parcourir ensemble. Alors, pour tout le monde, cette boîte, du coup, c'est une boîte de formation qui fait dans les 2 millions de chiffre d'affaires. Et on va regarder ça concrètement ensemble. Alors, on commence toujours... alors, qu'est-ce que je fais, moi ? D'habitude, avant d'avoir eu ces informations-là, vous avez eu des informations qui sont en ligne. Vous avez les chiffres un petit peu généraux de la boîte, par exemple sur une plateforme comme Fusac ou sur une plateforme comme Alvo, etc. Et après, vous allez pouvoir retrouver, vous allez signer, vous allez contacter du coup ces courtiers, puis vous allez signer un accord de confidentialité. Et là, on va vous envoyer ce fameux info-mémo. Vous avez normalement le nom de l'entreprise, les salariés, la structure et comment ça fonctionne. Alors moi, j'arrive directement sur ce que je fais généralement quand je regarde les info-mémos. Je prends une feuille Excel à côté et je commence à refaire des calculs et à renoter en fait mes hypothèses et ce que je pense être juste ou pas. Ce que je vais faire tout au long de cette présentation, c'est qu'au fur et à mesure que je vais lire certains éléments. Alors c'est marrant parce que j'avais exactement la même technique en commentaire en français. Donc pour ceux qui ont fait ça, j'utilise exactement la technique, c'est-à-dire que je vais lire toutes les informations qui sont disponibles sur chacune des slides et à chaque fois, je vais me dire, ah tiens, si c'est ça, si c'est écrit dans ce sens-là, voilà ce que ça veut dire concrètement et voilà ce que je devrais retrouver comme information plus tard. Donc là, on est dans un organisme de formation, alors je ne peux pas vous préciser le secteur. Donc là, c'est un organisme de formation professionnelle spécialisé dans un secteur particulier. Et là, du coup, je vois ça directement et je me dis, attends, s'ils font ça, moi, je pense que ce qu'ils font comme formation, la formation qu'ils proposent, alors je vais rester assez large, c'est trouver des employés, quoi. Trouver des employés dans un secteur spécifique. Et c'est un secteur spécifique qui a besoin d'avoir des salariés peu qualifiés, quoi. Peu qualifiés et ça a beaucoup de turnover. Donc en fait, je viens de lire la première phrase, j'ai aucune idée de ce que fait réellement l'entreprise. C'est-à-dire que quand vous recevez le dossier, généralement, on vous donne à peu près le spectre de l'entreprise. Et là, ce que je me dis, mais attends, donc ils bossent dans ce secteur-là. Moi, je pense que c'est ça. Donc en fait, c'est des personnes. Je vais vous donner un exemple. C'est par exemple, vous bossez dans la restauration. Dans la restauration, vous avez besoin d'avoir un grand nombre de serveurs. Et les serveurs, ça a un turnover assez important. Et potentiellement, vous avez besoin que ces personnes soient présentes tous les jours et soient formées à être serveurs, etc. Donc peut-être que vous avez besoin de ça. Ça peut être la même chose dans les magasins de mode. Vous avez besoin de personnes qui soient formées au stock, qui soient formées à échanger avec des clients, etc., etc. Et potentiellement, vous avez besoin d'avoir de la main-d'œuvre, du coup, qui coûte pas cher. Vous êtes OK pour prendre, pourquoi pas, des alternants. Et pourquoi ? Parce que les alternants, et on va voir ça on va voir pourquoi derrière. Et vous êtes OK vous avez besoin en fait que quelqu'un vous source directement des personnes pour bosser pour vous. Alors pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais eu de boîte, peu importe la taille, mais surtout quand vous êtes des petites boîtes,
Le nerf de la guerre, en fait, des entreprises, c'est de recruter les bonnes personnes pour le bon poste. C'est ce qui s'appelle des A-players. Les A-players, c'est la personne qui va le mieux accomplir la tâche pour laquelle laquelle vous allez lui confier. Donc, par exemple, s'il faut un A-player pour être coach de sport, des personnes vont être très bien pour être coach de sport et des personnes vont être très mauvaises. Par exemple, moi, je ne suis pas un A-player coach de sport. Et il faut regarder à chaque fois, donc pour chaque métier, en fait, il y aura une personne qui sera grandement qualifiée pour ça. La grosse problématique, quand vous avez un business où les activités sont un petit peu répétitives, vous avez des personnes qui vont venir vous voir et qui vont bosser pour vous et à un moment vont se dire « Attends, c'est pas le job de mes rêves, donc je vais bouger ». Donc ça, c'est une grosse problématique. Même dans les entreprises, la plupart des personnes, ce qu'elles veulent, c'est rejoindre un job spécifique. Par exemple, vous faites du conseil, vous rejoignez en tant que junior, mais votre deal implicite, c'est que vous puissiez monter dans les échelons. Et c'est partout à peu près pareil. C'est pour ça que la hype sur les startups, on en a besoin. Pourquoi ? Parce que ça permet de dire aux gens, regardez, les startups, c'est cool, on bosse bien, et ça intéresse en fait les profils qui sont les meilleurs. Du coup, vu que les meilleurs vont postuler, vous allez avoir de plus en plus de profils intéressants. Votre problématique, quand vous avez des boulots qui sont, entre guillemets, à faible valeur ajoutée, c'est qu'il faut réussir à convaincre des personnes à faire ces tafs-là et de convaincre des personnes qui sont plutôt douées. Donc, c'est exactement la problématique que j'avais avec mon espace de coworking à Paris. J'avais besoin d'un manager dans mon espace de coworking. La problématique, c'est d'avoir quelqu'un qui soit OK de venir tôt le matin, OK de finir potentiellement un peu tard, OK puisse être autonome, s'occuper des personnes, être positive, être quand même savoir faire des contrats, etc., etc. Donc, ça rajoute pas mal de compétences nécessaires et c'est compliqué à trouver. Et généralement, dès qu'on ne trouve pas, on est mal, on a besoin, on dépense beaucoup d'énergie pour trouver. Donc, on va dessus. Ce qu'on retrouve, c'est formation. Donc, ça va être des demandeurs d'emploi et des salariés en reconversion. Et on se rend compte que c'est financé grandement par tout ce qui est OPCO. Alors, ce qui est OPCO, ce qu'il faut comprendre dans la formation, pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais fait de la formation continue, en fait, dans tous les métiers, et même dès ce moment-là, on se demande, en fait, moi, ma plus grosse question dès que je vois une boîte, c'est déjà qui sont les clients ? C'est qui ? Donc, qui ils sont ? Et ensuite, comment on les trouve ? Donc, c'est bien de savoir que vous avez des clients, mais comment vous les trouvez concrètement ? Quel est le processus mis en place ? Est-ce que c'est quelque chose qui se répète ? Est-ce que c'est quelque chose d'automatique d'où ils viennent ? Et après, c'est quoi mon produit ? Ok, c'est quoi ma valeur ajoutée ? C'est comparé à autre chose. Donc, en fait, il faut que j'arrive à comprendre c'est quoi l'intérêt de mes clients de venir chez moi. Et donc là, il peut y avoir plein d'intérêts. Ça peut être de la mise en valeur des personnes, ça peut être quelque chose de financièrement intéressant, etc., etc. Donc il y a tout ça. Dans la formation continue, plus spécifiquement, je vais me demander qui paye. Alors, on est dans un pays où en fait, il y a énormément de ponctions sur vos salaires, sur les revenus, etc. Et il y a une partie de ces... vu qu'on est dans un pays très taxé, il y a une partie de ces revenus qui est redirigée dans l'éducation et dans la formation continue. Du coup, le système, il y en a plusieurs. Il y a le système des OPCO. Les OPCO, c'est quoi ? Ça va être par branche. On va avoir des taxes qui vont être ponctionnées sur les entreprises qui vont permettre de former les personnes des branches. À chaque fois, donc vous avez, par exemple, vous bossez dans la restauration. La restauration, il y a un syndicat. Ce syndicat va permettre de voter des taxes pour la formation continue et ça va être pompé par des OPCO. Les OPCO sont spécifiques à la restauration. Donc, ça va avoir un nom spécifique, il y en a dans chacun des secteurs. Et après, ça va être redirigé vers des formations. Donc, par exemple, si vous, aujourd'hui, vous êtes dans la restauration, vous pouvez contacter votre OPCO en disant « Tiens, je veux faire une formation de comptabilité pour telle personne chez moi. Ça coûte 1 200 € pour que la personne soit en capacité de bien faire la comptabilité de mon établissement, de mon restaurant. Payez-moi ça. » Donc, il y a cette première partie-là. Il y a la deuxième partie, c'est le Pôle emploi. Donc, le Pôle emploi a un budget qui va être réparti, on le verra plus tard, sur des personnes qui ont besoin de faire de la reconversion. Donc, vous êtes au Pôle emploi, vous avez besoin de vous former vous avez envie de vous former sur l'IA parce que vous êtes comptable aujourd'hui, vous ne trouvez pas de boulot, vous vous dites ok, si je me forme un peu à l'IA et que je sais optimiser tout ça, je pourrais aller dans des cabinets d'expertise comptable en tant que comptable, mais aussi quelqu'un qui maîtrise l'IA. Donc vous avez le Pôle emploi. Après, vous allez avoir tout ce qui est CPF. Le CPF, c'est donc le compte personnel de formation. Alors là, ça a beaucoup bougé en ce moment. C'est un nouveau truc qui a été voté. Donc, c'est une évolution de quelque chose d'autre d'avant. Où en fait, sur votre bulletin de salaire, et même quand vous êtes auto-entrepreneur d'ailleurs, vous allez une partie, je crois, pour les auto-entrepreneurs, vous allez une partie de ce que vous gagnez. Donc, ça va passer en charge ou en cotisation. Ça va être dans votre CPF. Donc, en gros, c'est peut-être 10, 30, 100, 200 € que vous allez payer par mois pour cotiser pour votre propre formation pour pouvoir vous former dans le temps. C'est un peu comme si on vous dit, c'est comme votre retraite. En gros, ce que vous dit l'État, quand l'État fait ça,
L'État vous dit, vous n'êtes pas assez intelligent vous-même pour mettre de l'argent de côté pour votre retraite. C'est quelque chose qui est contre-intuitif pour vous. Du coup, on va le faire à votre place et on va mieux le faire. C'est pareil sur le CPF. L'État vous dit, écoutez, vous n'êtes pas assez smart pour comprendre que vous avez besoin de vous former. Et du coup, nous, on vous force à vous former pour que vous puissiez avancer. C'est grosso modo ce que dit l'État quand il fait ça. Donc le CPF, donc vous avez ce CPF, c'est le salarié en tant que tel. Par exemple, vous voulez vous former sur, pourquoi pas, en marketing. Vous avez besoin de faire une nouvelle formation marketing sur pourquoi pas un nouveau logiciel que vous avez envie d'utiliser. Ça va vous permettre d'évoluer dans votre job. Vous allez pouvoir utiliser votre compte personnel de formation. Donc c'est une cagnotte, mais en fait c'est votre argent concrètement. Hein. C'est que votre argent qui est dedans. Il n'y a pas de contribution de l'État. Il faut revenir dessus. Il n'y a absolument aucune contribution, c'est votre argent. Donc là aujourd'hui, et je reviendrai dessus, il y a eu des changements, il y a eu des plafonds qui ont été faits, etc. Ce que vous avez d'autre, donc vous avez les OPCO, vous avez le Pôle emploi, vous avez le CPF et vous avez en direct. Donc en direct, c'est simplement la personne qui va être formée, alors vous avez la personne en direct qui va être formée, donc ça c'est en perso. Et vous avez en direct entreprise, c'est l'entreprise qui ne va pas, qui va payer directement de sa poche. Par exemple, il y a une formation de 3 000 € pour faire venir quelqu'un pour, qu'on dialogue mieux dans les entreprises. L'entreprise peut payer directement. Dans la formation, quand vous regardez un dossier d'une entreprise de formation continue, c'est impératif de savoir qui paye. De toute façon, dans n'importe quel business, c'est impératif, mais surtout dans la formation, parce qu'il faut bien comprendre d'où vient l'argent. Pourquoi ? Parce qu'il y a des évolutions. Donc, par exemple, ce que va faire l'État, et c'est ça, et c'est là le dossier qu'on analyse, donc on est en mars 2026, il faut faire attention parce qu'à chaque fois qu'il y a des réformes de budget de l'État, à chaque fois qu'il y a des présidentielles, alors retenez ça si vous voulez reprendre en guise de formation, attention aux périodes présidentielles, on va simplement décider, l'État va décider de rediriger plus ou moins l'argent dans certains secteurs, s'il y en a encore, et va rediriger aussi sur des types de populations. Donc va se dire, ok, aujourd'hui, on ne permet... alors c'est en fait la tendance générale, il faut vous rappeler de ça. La tendance générale, c'est on permet de moins en moins aux personnes qualifiées d'avoir accès aux formations. Donc tous ceux qui, je pense la plupart des personnes qui écoutent ce podcast, qui ont un Master 1, Master 2, qui ont fait des longues études, en fait, plus on avance, plus ces personnes-là n'auront pas accès à de budget de formation. C'est-à-dire que le gros des budgets de formation, l'État va dire, OK, cette année, il va y avoir, 2-4 milliards d'euros qui sera injectés dans la formation, mais ça ira principalement pour les personnes qui sont alors avant, c'était les Bac plus 1, Bac plus 2. Là, aujourd'hui, on descend même en dessous. On va aller vers... En fait, on veut lutter contre le chômage des jeunes. Aujourd'hui, le chômage des jeunes, il faudrait que je regarde le chiffre exact de tête, c'est 25%. Je vais regarder, descendre en live, chômage des jeunes en France. Alors, c'est assez compliqué de regarder ces chiffres-là parce que tout est un peu faussé. Voilà, donc c'est 21% en 2025, et là je crois qu'on est carrément à 25%, un truc comme ça. Et un peu compliqué parce qu'en réalité c'est plus important que les chiffres qu'on a, on en reparlera une autre fois. Donc là, moi dès le début, je me dis, ok, ces mecs, en fait ce que je pense qu'ils font avec cette boîte de formation, c'est qu'ils permettent finalement à des entreprises de trouver la bonne personne pour bosser chez eux et qui vont pouvoir la former. Et en plus, en la formant, qui vont du coup faire que ces personnes-là sont des alternants ou des apprentis. Et vu que c'est des apprentis ou des alternants, il y a un gain pour l'entreprise de recruter ces personnes-là parce qu'elles vont payer moins de charges. C'est-à-dire qu'elles vont avoir des profils sourcés qui vont être encadrés et qui vont être formés. Et en plus de ça, elles vont avoir des profils qui vont coûter moins cher. Et là, je me note qu'il faut que je re-regarde la différence aujourd'hui, la différence en coût d'employé, pour un alternant par rapport à un salarié normal. Et du coup, là, je me dis, OK, l'entreprise, c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi ? Parce qu'elle propose, je comprends tout à fait la valeur ajoutée qui est réalisée pour ses clients. Donc, c'est du sourcing. Et en plus de ça, les gens vont payer moins cher, quoi. Donc on continue. Là, on me parle du coup que l'entreprise a plusieurs titres RNCP. Alors, on revient dessus. Alors là, c'est pour tout le monde. Quand vous faites de la formation, c'est un domaine un peu particulier. En fait, si vous voulez former des gens et si vous voulez avoir accès aux aides. Donc les aides, c'est quoi ? Alors ça dépend desquelles, mais ça va être l'OPCO, le Pôle emploi, le CPF. Si vous voulez avoir accès à l'argent de l'État et aussi pouvoir proposer du coup des alternances, des contrats pro, si vous voulez pouvoir rentrer dans les chaînons de l'État, il va falloir... Il y a des dispositifs qui sont nécessaires. Aujourd'hui, dans les plus grandes masses, les dispositifs de plus en plus nécessaires, parce qu'il y a d'autres réformes qui ont eu lieu,
Normalement, quand vous formez à quelque chose, donc il y a différentes catégories. Il y a les formations des choses qui sont très établies, type le bilan de compétences, d'un côté. Et après, il y a les formations qui sont liées à des socles de compétences. Les socles de compétences, c'est un ensemble d'éléments que vous êtes censé faire lorsque vous voulez faire une formation en spécifique. Ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, l'État essaie de mettre des normes là-dedans pour codifier les choses, pour qu'au moins, quand il y a une formation qui soit réalisée, on forme réellement quelque chose qui existe. Par exemple, c'est pas... moi, je me réveille demain, je vais me dire, OK, je vais former... il y a une autre boîte que j'ai regardé là-dedans. Je vais former à être prothésiste. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Je vais former à être ingénieur, quoi. Je vais former à être ingénieur et je vais créer un diplôme. Je vais dire que quand on sort de chez moi, on est ingénieur et ingénieur informatique. Sauf que, qu'est-ce que ça veut dire d'être un ingénieur informatique? Ça veut dire quoi concrètement? Il faut savoir faire quoi? C'est quoi ce métier? C'est quoi les compétences, etc. Pour faire simple, il y a du coup un catalogue énorme qui existe avec toutes les compétences des métiers qui existent en France. Dans les grandes masses, attention, pour les nouveaux métiers, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, sur l'IA aujourd'hui, d'être ingénieur IA ou d'être consultant IA ou consultant automatisation IA, ça n'existe pas. Et justement, il y a un boulot à faire, il y a un truc à faire. Du coup, comment ça fonctionne? En gros, on va avoir un énorme registre qui s'appelle le RNCP. Le RNCP, en fait, c'est un ensemble de certifications qui sont dans un registre. Il y en a deux, il y a le spécifique et il y a le RNCP, mais on va revenir dessus. Et en gros, vous allez avoir un ensemble de diplômes qui sont liés à un ensemble de compétences qui sont en fait tout ce qui est RNCP. Donc vous allez avoir directeur marketing, responsable marketing, responsable commercial, etc. Vous allez avoir un ensemble, tous les métiers vont être détaillés en un ensemble de choses à savoir faire. Et tout ça, ça va être lié chacun de ces métiers, grosso modo chacun des métiers, a un diplôme RNCP. Donc vous allez avoir un diplôme RNCP chef de projet, informatique par exemple. Vous allez en avoir plusieurs d'ailleurs, en fonction de ce que ça veut dire. Donc il y aura différents détails des diplômes RNCP, parce qu'il y a informatique plus, informatique un peu moins, etc. Donc vous allez avoir un ensemble de diplômes, de certifications RNCP, qui sont accessibles, que vous allez aussi vous pouvoir créer. C'est ça le truc qui est spécifique. Alors, il faudra regarder exactement comment on fait pour les créer. Moi, à l'époque où je faisais ça, les moments où on crée les diplômes RNCP, ce qu'il fallait faire, c'est vous créer par exemple votre formation de directeur marketing IA, par exemple. Vous faites ça, ou responsable marketing IA. Vous faites tout le programme. Vous faites un programme qui est complet. Alors, généralement, regardez les programmes qui existent déjà des responsables marketing actuels. Vous allez rajouter vos tâches supplémentaires ou expliquer en quoi c'est différent avec l'IA. Vous allez écrire tout ce qu'il faut. Donc voilà, la personne, il faut qu'elle sache analyser des pubs Google Ads, il faut qu'elle comprenne les différents canaux d'acquisition, il faut qu'elle soit capable de comprendre les outils, machin, etc. Vous écrivez tout ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire 3 ans de promo. C'était ça le truc qui était assez dur. Vous allez former, il y a des techniques pour faire ça, justement, on reviendra dessus. Vous allez former pendant 3 ans des promos de 20 personnes ou de 40 personnes. Donc chaque année, vous allez faire des nouvelles promos. Vous allez leur dire, OK, maintenant, on vous forme à ça. Et une fois que les personnes sur les 3 années, vous les avez formées, disons que c'est une formation d'1 an, vous allez les suivre dans le temps. Et vous allez pouvoir leur montrer qu'une fois qu'ils ont suivi votre formation, les gens, ils étaient recrutés à plus de 90%. Ils avaient, pour ceux d'entre eux qui ont refait la reconversion, ils ont augmenté combien ils ont gagné, etc. Et en fin de compte, votre formation marche vachement bien et cartonne. Et là, vous déposez votre dossier au RNCP, vous leur dites, écoutez, moi, je veux développer ce RNCP spécifique qui est responsable marketing IA ou directeur marketing IA, etc. Donc, donnez-moi le diplôme. Et là, le RNCP, donc vous avez fait tout un dossier, c'est une 40aine de pages, etc. Généralement, vous prenez quelqu'un qui fait du conseil dans ce secteur-là pour vous aider. Note, c'était un de mes side business à un moment, comme ça vous comprenez un peu le truc. Et une fois que vous avez votre nouveau diplôme, on vous octroie le fait de pouvoir former des gens avec ce diplôme RNCP pendant 3 ans. Avant, c'était 5 ans. Et pendant 3 ans, vous allez pouvoir, du coup, faire ces formations-là. Je suis passé sur d'autres choses quand vous déposez votre organisme de formation. Déjà, vous créez une boîte où dedans, vous allez indiquer dans les statuts que c'est un organisme de formation. Une fois que vous avez ça, vous allez devoir avoir un numéro de formateur. Donc là, vous allez obtenir un numéro de formateur, faire la demande, ça prend 3-4 mois, ça dépend où vous êtes. Et une fois que vous avez ça, vous allez devoir passer Calliope. Ça, je ne vous ai pas dit.
Calliope, c'est un ensemble de process à mettre en place dans votre entreprise pour vous assurer que vous faites la qualité des formations. Donc en gros, vous avez Calliope à passer. Au début, ça dépend, mais choisissez l'examinateur que vous prenez pour que ce soit quelqu'un qui ne soit pas le plus terrible du monde, parce que si vous n'avez pas de formation, qu'on vous demande directement d'envoyer une fusée sur la Lune, c'est un peu compliqué. Une fois que vous avez Calliope, là, vous pouvez faire des formations. Et une fois que vous voulez faire des formations, si vous voulez que ce soit pris en charge justement par ce dont je vous parlais, donc accéder au CPF, au Pôle emploi ou aux OPCO, dans la plupart des cas, assez souvent, alors pour les OPCO et le Pôle emploi, pas forcément, ça dépend des formations que vous allez proposer, mais assez vite, on va vous demander d'avoir du RNCP. On se rend compte que pour avoir un diplôme RNCP, vous avez vu, il nous faut du coup faire tout le processus pendant des années pour avoir ces certifications, etc. Sinon, il y a autre chose, vous pouvez être au registre spécifique. Attention, ça a bougé sur le CPF, pour accéder au CPF. Pour faire simple, pour accéder au CPF, pour que les gens puissent comprendre, là aujourd'hui vous voulez utiliser votre CPF. D'ailleurs, vous pouvez utiliser votre CPF en venant dans mon coaching pour reprendre des boîtes, faire de l'IMO ou développer votre business. Donc venez les guys. Pour utiliser le registre spécifique, la problématique c'est... en fait, on se rend compte qu'un RNCP c'est un gros diplôme, c'est un certain nombre d'heures de formation, c'est quelque chose d'assez gros à mettre en place. Et on se rend compte que c'est pas forcément le truc le plus évolutif. De temps en temps, vous avez besoin d'agir sur quelque chose de très spécifique d'un point de vue compétence. Donc vous avez besoin, par exemple, moi j'aurais besoin de comprendre, de me former sur Claudia, comment faire des agents, etc. J'ai pas besoin de reprendre tout ce qui est comprendre comment mon ordinateur il marche, comprendre, voilà. Donc en degré de base d'accès à la formation, je suis déjà ingénieur, je comprends comment marche l'ordi, j'ai déjà chez bidouillé des trucs, j'ai juste besoin de faire un workshop spécifique. Du coup, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas déposer tout un diplôme RNCP, on va déposer au registre spécifique des compétences particulières. Donc, c'est un peu des compétences plus light qu'un RNCP. Et du coup, on va, en déposant ce diplôme-là, si moi je suis en guise de formation, donc je dépose l'IA pour commerciaux, et bien je vais pouvoir déposer une formation qui sera beaucoup plus légère en registre spécifique, l'IA pour les commerciaux. Une fois que j'ai fait ça, ce qui va se passer, c'est que les gens, moi je l'ai déposé au registre spécifique, encore une fois, c'est un dossier d'une 40aine de pages, etc. Une fois que c'est validé, les gens qui veulent accéder avec leur CPF et payer ma formation pourront le faire. Alors attention, aujourd'hui c'est en train d'évoluer. Tout ce qui est registre spécifique, c'est en train d'être mort pour le CPF, il faut tous passer au RNCP, donc bonne chance, c'est en train de bouger. Donc c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Les variations que vous entendez en ce moment, je ne vais pas vous faire peur. Donc là, je vous envoie beaucoup d'informations, mais ça vous permet de regarder les organismes de formation. Et là, je pense que c'est alors moi, c'est un business sur lequel je suis depuis pas mal de temps. J'ai essayé plusieurs fois de racheter des grosses écoles, mais un jour, j'y arriverai. Et j'en ai plusieurs, en fait, d'écoles comme ça. Et ça fait, pour le coup, ça fait très longtemps que je suis là-dedans. Ça doit faire plus de 17 ans que je suis dans ce business-là. Ça vous raconte un petit peu tout ça. Donc, j'ai vu pas mal les évolutions. Ce qu'il faut retenir quand vous regardez des organismes de formation, et on va revenir sur les chiffres de celui-ci, c'est de l'extérieur, ça paraît très rentable. Et oui, c'est très rentable, mais attention, il y a d'autres problématiques. Et une des principales problématiques, comme quand vous regardez toutes les boîtes, mais dans les organismes de formation, c'est attention, d'où est-ce que vient l'argent, donc vraiment qui paye, et quelles seront les évolutions d'où vient cet argent, et comment votre faculté, quand vous dirigez une boîte de formation, c'est d'être en capacité de vous renouveler, c'est-à-dire d'un point de vue réglementaire, d'être sûr de pouvoir choper les nouvelles évolutions. Donc faites attention à ça. Et là, si vous reprenez une boîte de formation aujourd'hui, donc attention, changement de politique. En fait, là, vous êtes vraiment dans de la politique. C'est-à-dire que si vous vivez, vous faites de l'alternance et des choses comme ça, en fonction de ce que vous proposez comme valeur ajoutée à vos clients, il y a l'État qui peut faire des grosses modifications, donc enlever les allègements fiscaux sur les alternances, de diminuer le nombre d'alternants, de rediriger l'argent vers des profils particuliers. Et là, moi, je vous le dis, de ce que je vois, il y a tellement de personnes peu qualifiées en France qui quittent l'école, qui sont au bout de leur vie, qu'en fait, l'argent va être grandement redirigé vers ces personnes-là pour qu'on les sauve un peu. Vous avez 16 ans, vous sortez du système scolaire, il faut faire très très gaffe parce qu'il y a un moment, soit vous allez dans des trucs qui sont illicites, soit vous faites rien, vous restez chez vos parents et vous faites rien. Mais si vous êtes dans cette phase-là, c'est compliqué. Après, plus vous attendez, plus vous êtes ancré là-dedans. C'est comme la prise de poids. Plus vous êtes lancé dans une phase de prise de poids, plus après, qu'est-ce que vous allez faire, quoi. Donc, on est là-dessus. Alors, dans ce cas-là, oui, vous allez me dire, Victor, mais comment je fais si je veux faire 3 ans pour 3 promos pour après avoir un diplôme RNCP ? Eh bien justement, c'est ce que fait cet organisme en face. On peut sous-louer des diplômes RNCP. C'est-à-dire que par exemple, moi je suis une université, j'ai des diplômes d'ingénieur,
Je suis Paris Dauphine, j'ai un diplôme je suis Paris Dauphine, j'ai un diplôme de marketing digital que j'ai déposé, qui est au RNCP. Je peux très bien le sous-louer à Stéphane, qui a lancé sa boîte et qui propose du marketing, une formation en ligne, etc. Je peux très bien lui sous-louer. Donc, moi, je regarde ça. Premier élément, j'essaie de me dire, ok, j'ai bien compris. J'essaie de me dire, ok, en fait, le mec, ce qu'il fait, c'est qu'il trouve... Donc, j'essaie de bien comprendre ce qu'il propose aux gens, quoi. Concrètement, j'ai besoin de comprendre la viabilité économique du truc. Donc, le mec, ce qu'il propose, c'est de trouver des gens qui vont bosser dans des métiers qui sont où il y a beaucoup de turnover, où on a besoin d'avoir des gens qui sont là, souvent jeunes, pour faire des tâches répétitives, etc. Donc, c'est ce qu'il propose comme élément. Deuxième élément, son structure. Donc, c'est ce qu'il propose. Moi, j'aime bien parce qu'il y a un intérêt du coup financier et un intérêt opérationnel pour les clients et il y a un intérêt concret pour les jeunes qui, je trouve, des tafs aux jeunes. Donc là, c'est cool. Donc là, j'ai compris le truc. Je regarde après les chiffres. Donc, je les ai déjà eus normalement en amont. Je regarde les chiffres. Et donc là, on est sur du 2 millions de chiffre d'affaires et on est sur du 700 000 de résultats nets. Et on est sur un EBITDA à du 1 million d'euros, quoi. Donc, on a 50% à peu près en pourcentage de chiffre d'affaires d'EBITDA. Donc, donc dans une boîte comme celle-ci, rappelez-vous, alors pour ceux qui sont pas comptables, ce qu'il faut retenir, c'est quelle est la différence entre le chiffre d'affaires et l'EBITDA dans une boîte comme ça. Et ben, l'ensemble qui va être, la différence entre les deux, ça va être le coût des formations. C'est simplement, là, ce que vous vendez, c'est des formations. Donc là, ça veut dire que vous avez un coût, et on va regarder en détail lui comment il le fait, mais vous avez grosso modo le coût des formations, donc avec les formateurs, et là potentiellement dans ce cas-là, les formateurs et les locaux, je pense qu'ils doivent mettre ça là-dedans. Et après, on a du coup un EBITDA, et on tombe à un résultat net, on tombe à 700 000. Donc il faudra qu'on regarde le détail exact de comment il a traité ça d'un point de vue comptable. Donc là, on se rend compte que c'est une belle boîte, elle fait 2 millions de chiffre d'affaires et 1 million 700 000 de résultats. C'est-à-dire que chaque année, vous rachetez ce truc-là, vous avez 700 000 balles que vous récupérez pour vous. Donc 700 000 divisé par 12, vous avez 60 000 balles par mois. Vous pouvez vous payer 60 000 balles par mois si ça vous intéresse. Donc on a ces infos, ça c'est bien. Moi, ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui, je regarde ça. Je vais regarder, alors je vous change en fait. Je suis en train de regarder, je regarde l'info mémo pour pas que... Du coup, je vous change les infos à la volée, je vous change le nombre de trucs. J'essaie de rester à peu près logique, mais je vous change les infos qui sont sous les yeux, comme ça, je suis obligé de le faire. Donc après, on va regarder autre chose, on va regarder combien il y a d'étudiants. Donc là, c'est un chiffre que j'ai changé, c'est pas exactement le même chiffre, mais disons qu'il y a 400 étudiants dans cette boîte. Donc on a 2 millions de chiffre d'affaires, et moi, je vais faire un calcul très rapide, je vais faire 2 millions divisé par 400. Toujours, je refais ces calculs-là, et je me dis, ok, c'est 5 000 balles. Donc chaque étudiant, on encaisse 5 000 euros. Et là, moi, je reste avec cette stat-là et j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, en fait. J'ai besoin de comprendre derrière, est-ce que c'est vrai tout ce que j'ai trouvé. Donc, vous avez vu, hein, je me suis dit, OK, bah voilà le mec, comment il trouve des clients. Ça, c'était pas écrit. Hein. Donc, je me suis dit, OK, le mec, il trouve des clients comme ça. Aujourd'hui, il a ses diplômes comme ça. Aujourd'hui, il a ses 5 000 balles par étudiant, etc. Aujourd'hui, bah voilà, dans son différentiel, je vais regarder comment il recalcule son EBITDA chez lui, etc., etc. Je me pose toutes ces questions-là. On continue. Donc après, il y a une superbe slide sur plein d'informations financières dans tous les coins. Alors là, on me précise plein de trucs. On va passer. Il y a la structure. Après, on me propose la structure, comment ça fonctionne. Donc là, l'entreprise en tant que telle est détenue par une holding. Ok, très bien. On continue. Là, je me pose aussi une autre question concrète. C'est un organisme de formation. Qui dit organisme de formation dit locaux. Donc, c'est possible d'avoir beaucoup de formations à distance, mais généralement, il y a aussi des formations en physique. Donc, moi, je vais me demander est-ce que tout est à distance ou en physique. Attention, vous êtes dans un secteur où à la fin, donc c'est un peu comme la boîte de formation dans la sécurité incendie qu'on est en train de reprendre. Là, vous avez besoin de locaux. Donc, vous avez besoin de locaux. Alors, c'est surtout la sécurité incendie, c'est très établi. Vous êtes obligé de former les gens, enfin, en grande partie sur site. Et vous avez besoin quand même de faire des manipulations. Il faut quand même vous dire qu'en sécurité incendie, vous avez tout un truc où vous démontez un extincteur et il faut quand même voir comment un extincteur fonctionne. Bon, avec le temps, je suis sûr qu'on va réussir à dire qu'on peut le faire à distance, mais bon, il y a quand même besoin de trucs physiques. Pareil dans l'électricité, de temps en temps, il y a des trucs physiques qui sont nécessaires.
Nous, dans notre cas, il va falloir vérifier, mais surtout, il y a un énorme enjeu de locaux. Et vous, c'est une grosse façon de vous enrichir quand vous avez une entreprise. Rappelez-vous de ça. Votre grosse façon, donc par exemple, si vous avez une entreprise d'échafaudage, vous allez acheter l'entrepôt. Donc vous allez acheter l'entrepôt en banlieue de ville et vous allez mettre votre entreprise d'échafaudage dedans. Donc des locaux, vous allez soit les construire, soit les acheter. Ça peut valoir, je sais pas, 300 000, 1 million, 2 millions d'euros. Et vous allez les louer à l'entreprise. Donc là, c'est pareil. Je vais me demander, OK, qui est propriétaire des locaux, combien c'est loué, etc. Est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Enfin, on a un petit retour sur... donc là, on nous présente quel marché adressé, etc., comment ça fonctionne. Et là, on nous donne des informations assez classiques sur le nombre d'organismes de formation, sur le chiffre d'affaires, etc., sur l'évolution du chiffre d'affaires des organismes de formation en France, etc. Donc, on nous donne plusieurs informations. Alors, ce qu'il faut retenir là-dessus, si je vous donne des éléments, en tout cas, donc là, il y a plein de choses qui sont données. Je ne vais pas vous donner forcément ce qu'il y a dessus. Quand vous faites de la reprise de boîtes, alors surtout dans les secteurs qui sont grandement dépendants de l'État, et en France, en vrai, beaucoup de choses sont dépendantes de l'État, mais ça dépend jusqu'où vous allez aller, mais en grosso modo, quasiment tout, même dans les startups. Il faut être au courant en fait des tendances de l'État et où l'État veut nous emmener. Le truc qu'il faut faire attention, c'est s'il y a des gros changements politiques, on ne sait pas trop où ça va aller, et du coup, il y a cette incertitude politique qui va amener l'année prochaine, encore une fois, à friser beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup d'investissements qui vont être reportés, un petit peu comme le Covid ou quand il y a des guerres. C'est reporté parce qu'il y a l'incertitude, et c'est normal. Imaginez, vous êtes chef de boîte demain. Si vous ne savez pas si ça va être toujours, vous allez toujours avoir la prime rénov par exemple, et vous, votre activité dépend de la prime rénov, et ben vous allez freiner. Du coup, les gens qui dépendent de la prime rénov, il y en a eu beaucoup là, de boîtes de BTP qui ont fait faillite simplement parce qu'ils dépendaient de la prime rénov. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est grosso modo, ça stagne à peu près le marché de la formation. Il faut faire attention, donc les nouvelles évolutions sur le CPF. Là, je vous en avais parlé, donc déjà il y a un gros stock de CPF qui a été consommé, mais là l'État, en fait, ils ont mis un reste à charge maintenant sur le CPF. De plus de ça, aujourd'hui ils ont plafonné, donc attention, ça a évolué. On a aussi l'objectif il y a eu un durcissement des organismes de formation avec Calliope, donc ça on en a parlé parce que c'était plus compliqué qu'avant. On a des éléments supplémentaires, mais grosso modo, pour moi la formation, ça va être dirigé grandement vers... donc il y a différents caps. Ça va être redirigé réellement vers des profils plus... vers des gens qui ont 16 ans, quoi. Entre 16 et 23 ans. Alors, nous, les gros sujets sur cette boîte-là, alors elle repose en grande partie sur de l'alternance. Donc vous avez deux types de contrats. Le contrat pro et l'alternance. Et vous avez aussi, je crois, un contrat d'apprentissage. Il faudrait que je revoie exactement quels sont les nouveaux termes aujourd'hui, parce que c'est un petit peu évolué là, ces derniers temps, donc il faudrait que je revoie ça. Grosso modo, en fonction du contrat que vous devez faire, vous avez des besoins particuliers, vous avez des prises en charge particulières. Là, nous, avec le temps, ce qu'il faut quand même aussi noter, c'est que l'État permet moins d'optimisation fiscale pour les entreprises. Donc, pour faire simple, c'est comme quand vous êtes salarié et que vous êtes au SMIC, vous payez beaucoup moins d'impôts et de cotisations de charges sociales que si vous êtes à 4 000 € par mois. C'est exactement pareil en fonction de votre contrat, quand vous avez un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Donc voilà, en fait, ce qui est en train de se passer, donc les deux se ressemblent énormément, le contrat d'apprentissage et de professionnalisation. Alors là, ce qu'il faut faire attention, c'est, voilà, effectivement, on a perdu plus d'une vingtaine de pourcents de contrats de professionnalisation. Pourquoi ? Parce qu'il y a des suppressions de l'aide à l'embauche. Donc c'est simple, l'État mettait des aides à l'embauche, ce qui fait que les gens prenaient des contrats de professionnalisation parce qu'ils étaient aidés pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, il y en a moins, donc les gens prennent moins ça, parce qu'ils arbitrent en fait. Quand vous êtes aujourd'hui... malheureusement, quand vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui, vous allez devoir du coup arbitrer entre tout ce qui existe et vous allez devoir, parce que de temps en temps, en fait, c'est un peu comme tous ces trucs là de comparateurs. Est-ce que c'est bien l'assurance vie, le compte titre, tous ces trucs là. Nous, on en parle beaucoup, mais en fait, ça dépend de votre situation et aussi de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde actuel et dans le monde. Qu'est-ce qui est intéressant dans quoi investir et là où vous avez les meilleures opportunités pour vous au moment donné. Donc, il faut s'adapter à chaque instant, etc. Donc, en tout cas, là, on nous présente ces informations-là. Et moi, derrière, ce que j'aimerais bien comprendre, donc là, on nous donne pas mal d'éléments. On nous donne une rétrospective sur la boîte, donc où est-ce qu'elle est passée, quand elle a été créée, comment ça s'est passé. Et là, surtout, je veux les produits.
Bon, là, dans la présentation en tant que telle, il y a des erreurs d'ailleurs. Faites attention, il y a des erreurs. Là, on nous présente tout ce qui est toutes les formations par formation. Vous, à un moment, il faut vous rappeler que vous formez des gars. Donc, il y a un gars qui vient chez vous. Vous avez combien de mecs dans chaque promo ou comment ça fonctionne une promo? Ça dure combien de temps? Le mec qui vient, il veut apprendre son truc, ok, il paye combien? Il y en a combien? Il y en a combien qui sont contents? Et vous en placez combien à la fin? Et c'est qui vous adressez? Et à chaque fois, comment vous les trouvez? Alors, il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé. C'est le POI et le POC. Donc ça, c'est un truc que eux, ils font. Moi, je l'ai fait il y a assez longtemps. Le concept, c'est quoi? Vous allez signer, par exemple, une boîte comme Salesforce. Salesforce, elle a toujours besoin d'avoir des intégrateurs qui vont dans les entreprises pour mettre en place Salesforce. Donc généralement, c'est des gens avec une tête bien faite qui sont assez logiques et ils ont besoin d'aller passer 4 à 6 mois dans une entreprise pour s'assurer que le Salesforce est mis en place, bien optimisé, bien paramétré, etc. Salesforce, c'est un CRM, c'est un outil qui permet de faire de la gestion commerciale. Et en gros, ce que va faire Salesforce, ils se disent, on a besoin de consultants supplémentaires qui ne sont pas sur le marché. Pourquoi? Parce que généralement, ces consultants, déjà, vous avez un besoin qui est croissant très fort à un moment parce que vous vendez beaucoup. Donc, disons que vous vendez beaucoup de logiciels, mais vous avez besoin de gens qui les mettent, et c'est des temps humains, en fait, des gens qui vont mettre ces logiciels chez des personnes. Donc, vous vous rendez compte que zut, vous n'avez pas assez de consultants. De gens qui sont formés à votre outil spécifique, c'est-à-dire Salesforce, c'est pas du tout la même chose qu'un autre outil, je sais pas, Oracle ou Microsoft, c'est absolument pas la même chose. Donc il faut vraiment comprendre comment marche Salesforce en concret, il faut comprendre comment marche un pipe commercial, etc., etc. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez du coup faire appel à un POEC ou POI, et en fait, vous allez simplement faire un contrat avec un organisme de formation qui, lui, va recruter pour vous d'un seul coup une vingtaine, une quarantaine de personnes et qui va former un batch de 40 personnes. Et ce qui va se passer généralement, c'est que cet organisme de formation va directement signer avec, pourquoi pas, 3 ou 4 ou un seul cabinet de conseil, parce qu'en fait, c'est les cabinets de conseil qui vont recruter après ces consultants, ils ont besoin de les placer. Donc par exemple, vous avez un cabinet de conseil, vous avez besoin de 20 consultants supplémentaires. Moi, j'ai un organisme de formation, vous allez me faire Victor. Écoute, je vais recruter 20 consultants le mois prochain en Salesforce, je ne sais pas quoi exactement. Je fais OK. Écoute, ce qu'on va faire, on va faire un POEC. Du coup, on va utiliser le Pôle emploi et même tous les réseaux possibles. Et on va shooter le Pôle emploi en disant, voilà, vous voulez devenir consultant Salesforce, mais on va établir nos critères. Donc, dans ce cas-là de particulier, il faut un bac plus 3 minimum, bac plus 4, 5. Et généralement, on va recruter, moi l'ayant fait, on va recruter des gens qui sont, par exemple, ils étudient les flux thermiques, ils étudient, je sais pas, ils sont chimistes, mais en fait, ils trouvent pas de taf dans la chimie, mais ils sont quand même chimistes, les mecs. Donc, ils ont un bagage logique, intellectuel assez fort. Et en fait, comment ça se passe concrètement? Donc, on va shooter ce message sur le Pôle emploi. On va shooter ce message aussi, on va faire des offres d'emploi et on va dire à tout le monde, venez tel jour à tel endroit et on se rencontre. Et là, vous êtes dans un stade, quoi. Vous avez 500 personnes qui arrivent. Vous faites, vos petites tables de recrutement. Vous pouvez le faire à distance aujourd'hui. Et là, vous allez faire passer des entretiens aux gens. Ils vont poser leur CV, ils vont vous expliquer leur motivation, etc. Et vous avez le cadre des personnes que vous voulez. Et à la fin, vous allez finir par recruter, faire 40 propositions. Alors attention, vous allez signer carrément des CDI. En fait, vous allez signer des contrats de formation avec obtention d'un CDI à la fin. Ce que vous allez faire, c'est un peu le concept. Il faudra voir, il y a des petites subtilités entre POI et POC. Mais grosso modo, c'est ce que vous faites. Et quand vous faites une formation comme ça, après vous emmenez, donc moi j'avais fait un truc, je formais des gars pour être chef de projet, product owner et QA, quality analyst. Donc j'avais fait ça, on avait formé, j'avais fait une académie, quoi, on avait formé pendant 4 mois. Donc il y a des règles spécifiques sur les formations, généralement c'est un certain temps, etc. Et j'avais formé pendant 4 mois, du coup ces personnes-là, ces 20 personnes, c'était super. En gros, ils font ça aussi. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est concrètement quelles sont les formations qui marchent aujourd'hui, où est-ce qu'il y a le plus d'élèves, il y a combien d'élèves, c'est combien de chiffre d'affaires par élève, et ils ont combien de formations qui marchent et comment encore une fois, ils les vendent, etc. Là, j'ai encore pas les informations de comment ils vendent leurs formations. Et d'ailleurs, je pense que je les ai nulle part, donc ça sera des questions à poser. Et je vais regarder concrètement, est-ce que les formations, là où ils font le plus de chiffre d'affaires, est-ce que c'est là où il y a le plus de potentiel demain? Donc vous vous rappelez, moi je vous ai dit, ok, on va se focaliser à terme sur des profils qui sont plutôt, sur des métiers qui sont plutôt pour des plus jeunes. L'argent va plutôt aller là-dedans. Est-ce que nous, on est dans ce secteur-là? Et c'est ce qu'il faut regarder.
Donc là, il y a pas mal d'informations sur les titres, etc. Alors oui, quand vous avez des titres RNCP, on vous met normalement les numéros de titres RNCP, donc n'hésitez pas à regarder. Donc là, en l'occurrence, ils utilisent un truc particulier. Si demain, vous voulez avoir un titre RNCP facilement, un des systèmes le plus simples, c'est de passer par le ministère du Travail. Le ministère du Travail, c'est quoi ? C'est, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, le ministère du Travail, c'est un ministère. Et en gros, eux, ils disposent de plusieurs titres RNCP qui peuvent vous sous-louer. Alors, quand on parle de sous-location, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, vous allez du coup pouvoir utiliser les OPCAL, Pôle emploi, etc. parce que vous avez un diplôme RNCP, donc obtenir ces financements-là, faire des contrats aussi parce que vous avez ces diplômes-là. Par contre, ce qui va se passer derrière, c'est vous allez avoir un examen qui sera réalisé par le certificateur. Et là, le certificateur, c'est le ministère du Travail. C'est-à-dire que soit, alors il vous délègue le fait de faire l'examen chez vous, mais en tout cas, vous allez avoir un examen, comme le bac. Vous allez avoir des questions à faire passer aux gens et vous allez avoir un jury. Le jury doit être composé d'une manière particulière en fonction de ce que vous allez faire. Et vous allez à la fin vérifier que le gars ou la fille, elle a bien répondu, elle a une bonne note et du coup, elle a réussi à faire son certificat, elle a bien son diplôme en face. Donc attention, vous avez ça. Et en tout cas, le ministère du Travail, c'est assez simple de choper les titres RNCP du ministère du Travail. Donc après, il nous pose d'autres questions. Et là, moi, ce que j'aimerais bien comprendre, donc c'est une boîte. Une boîte, pour que ça tourne, il faut qu'il y ait des gens, ou du moins, il faut qu'il y ait des process et des services. Et là, derrière, vous rentrez dans comment la boîte est structurée, etc. Et moi, là, j'ai strictement rien compris. Donc, je vous dis directement, j'ai vu l'après, j'ai rien compris. Équivalent temps plein et tout, je comprends pas concrètement qui fait quoi. Donc, en tout cas, moi, là, j'ai des questions à poser. Après, pareil, j'ai un tabou du personnel, je comprends rien. Je continue. Alors après, j'ai directement le détail finalement du plan comptable. Donc là, généralement, il faut faire attention. Sur ces plans comptables, généralement, c'est retraité. Donc là, eux, dans ce qu'ils ont fait, ok. Donc, il faut bien comprendre comment ils ont calculé en fait leur chiffre d'affaires et leur marge. Donc, il faut voir qu'est-ce qu'ils ont mis comme charge, où ça, etc. Donc, en fonction de comment ils font les trucs et qu'est-ce qu'ils ont retraité. Parce que souvent, ils retraitent. Ce qui est retraité, c'est des rémunérations de dirigeants, je sais pas quoi, pour gonfler artificiellement le résultat de la boîte, quoi. Donc là, par exemple, ils nous font des trucs. Donc, le mec se verse la totalité en dividendes, etc. Donc, voilà, il nous explique tout ça. Il nous explique le reste, donc moi j'aurais des questions à poser là-dessus. Voilà, il nous explique plein de trucs, etc. Donc, pour faire simple, pour vous, et ça finira l'épisode de ce matin, quand vous regardez une boîte comme ça. Donc là, on a fait un petit focus sur les organismes de formation, on peut en faire sur d'autres trucs, les boîtes de sécu, sur les boîtes industrielles, sur ce qui vous motive. En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est à chaque fois vous reposer la question, ils viennent d'où les clients, quoi. Le plus important, c'est les clients, c'est qui, ils viennent d'où, qui paye, pourquoi ils payent, pourquoi c'est intéressant pour eux et c'est quoi la viabilité de votre produit, quoi. Et après, si vous êtes dans des cas un peu normés, donc il y a beaucoup de choses normées en France, c'est comprendre quelles sont les normes. Donc là, on a vu les normes du produit. Donc on a vu, donc nous, c'était principalement sur l'accès à l'argent, puis aussi l'accès opérationnel. Et après, c'est de comprendre qui fait quoi dans la boîte. Concrètement, qui fait quoi dans la boîte. Vous allez recevoir des documents comme ça. Moi, je vous encourage à les analyser, à faire cette même étude. C'est-à-dire que dès que vous lisez une phrase, franchement, notez ce que vous pensez être juste ou pas juste, et après vérifiez si vous avez raison ou pas. C'est très important de faire ça, c'est pour vous éviter le je sais tout de Google, quoi. Le je sais tout de Google, on va vous dire, ok, c'est quoi la population de la Russie ? Vous dites, ah tiens, je sais pas trop, vous allez dire, puis vous savez pas, vous regardez sur Google, moi je vais vous dire, c'est 150 millions, Russie, population. 123, je dirais, non, 150. Voilà, 143 à 146. Ben voilà, par exemple, j'aurais pu me dire, dans ma tête, je sais pas, puis je cherche, puis je me dis, tiens, c'est 150, ah bah je savais que c'était 150. Et ben non, notez toujours ce que vous pensez être juste avant de le vérifier. Et ça, c'est très important pour vous assurer que vous n'êtes pas à côté de la plaque. Ben, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous intéresse ce type d'analyse, on peut en faire d'autres. N'hésitez pas, et je vous dis à très vite. Un petit commentaire 5 étoiles comme d'habitude, et ceux qui veulent venir avec moi en programme de coaching, allez-y, on va reprendre des boîtes, on va faire de l'IMO, et on va développer vos business. À très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question ? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.